Maintenant, on va passer aux structures du contrôle au niveau de PHP. Donc, les structures de contrôle, ils incluent les tests, si vous voulez, ou bien les conditions et les boucles. Donc, généralement, on trouve ça dans les différents langages de programmation. Généralement, les structures de contrôle, bien les structures conditionnelles, ils permettent d'exécuter une partie du code en fonction d'un test. Donc, on va faire un test et par la suite, on va décider si on doit exécuter cette partie-là ou bien cette partie-là, ou bien une autre partie. Donc, ça dépend des nombres des cas qu'on a en fonction du test. Donc, concernant les boucles, elles permettent de réexécuter la même partie du code tant qu'une condition est réalisée. Donc généralement concernant les structures de contrôle, donc on a le premier type qui est le if. Donc généralement on a les instructions et par la suite on passe à la condition. Ici le programme va évaluer la condition. Quand on évalue la condition, on aura deux types de sorties, soit vrai ou soit faux. Donc si la condition elle retourne vrai, alors le programme va exécuter le code qui se trouve au sein du if. Sinon, donc il va passer cette partie-là, il va la passer et par la suite il va continuer l'exécution du reste du code. Donc ça c'est le premier type des structures conditionnelles. Et ça c'est un exemple. Donc ici on a la variable role qui reçoit une valeur entre 1 et 6 à travers la fonction rand. Il permet de retourner une valeur aléatoire entre 1 et 6. Et donc ça, c'est juste un affichage. Et par la suite, ici, on teste. Donc pour tester l'égalité, donc notez bien ici, pour affecter une valeur à une variable, donc on utilise une seule fois le égal. Pour tester l'égalité d'une valeur avec la valeur d'une variable, on utilisera deux fois le égal. Donc dans ce cas-là, si les deux valeurs sont égaux, donc supposons qu'on a la variable âge qui contient 18, si vous voulez, et on est en train de dire if, par exemple, âge égal égal à 18. C'est bon? Donc ici, la valeur 18 va être comparée à la valeur de âge qui est 18 et le test va retourner soit vrai, soit faux en fonction de la valeur qui est contenue dans âge. Ici, donc, si le test réussit, donc si par exemple la fonction rand avait retourné la valeur 6, si vous voulez, si elle a retourné 6, donc elle va être stockée dans roll et il va comparer les deux valeurs. Si roll vaut 6, donc ça va être vrai et du coup on va exécuter le code qui se trouve entre les accolades. Si la valeur de roll est une valeur autre que 6, alors le programme va omettre cette partie-là et il va directement passer à la suite du code qui existe ici. Donc notez bien qu'on peut délimiter les instructions qu'on veut exécuter au cas où le test réussit avec les accolades ou au cas où la condition est vraie. Donc concernant les opérateurs, donc ça ce sont les opérateurs arithmétiques, on n'en aura pas besoin de ça plus précisément maintenant, mais il suffit juste, j'ai pensé que ça serait bien de les connaître. Donc notez bien que PHP, tel les autres langages, ils permettent d'exécuter ces opérations sans aucun problème. Donc on n'a pas vraiment besoin de coder quelque chose. Si on veut ajouter deux nombres, il suffit juste d'utiliser le plus, la soustraction, le moins, la division, le slash, la multiplication, le zéro, le reste de la division, c'est le pourcentage. Donc, concernant les tests logiques, c'est-à-dire les opérateurs logiques, on a le et logique. Donc, on peut utiliser soit le and, soit deux fois le et commercial, ou bien le o logique, on peut utiliser soit le or ou bien pipe deux fois, et la négation à travers le point d'exclamation. Donc, le et logique, donc, je vais dire par exemple, if âge, la variable âge, elle est supérieure ou égale, donc à travers les opérateurs de comparaison, on a l'égalité, la différence, pour dire est-ce que deux valeurs sont différentes, et supérieure, inférieure, ainsi de suite. Je vais dire if âge, elle est supérieure ou égale à 18, et âge, elle est inférieure à 30, strictement à 30. Donc dans ce cas-là, le programme va évaluer le premier test. Supposons que dans âge, on a par exemple 19 ou bien 18, c'est comme vous voulez. Est-ce que la valeur 19 il est supérieure ou égale à 18? Donc ça va retourner vrai. Donc on aura le et commercial ou bien le et logique. Et on va tester. Est-ce que la valeur de âge elle est inférieure à 30? Est-ce que 19 est inférieur à 30? Donc on aura vrai. Donc vrai
est vrai, donc ça va finalement nous donner un vrai. Donc du coup, ce test-là, donc ça va retourner une valeur vraie. Et les opérateurs logiques, ça nous permet d'avoir des tests composés. Parce que dans cet exemple-là, on n'avait qu'un test donc unique, c'est-à-dire on teste une valeur avec une variable, mais on peut avoir un test composé, par exemple, tester une valeur avec une variable et avoir des et ou bien des ou logiques. Donc généralement, le et logique, il est vrai si les deux opérants sont vrais. Si un des deux il est faux, donc on aura la valeur faux. Le ou logique, c'est à peu près le contraire. Il suffit d'avoir juste au minimum une des valeurs qui est vraie, donc le résultat retournera vrai. Et finalement, la négation, c'est pour inverser le résultat retourné. Par exemple, si je dis not, ça c'est not true, donc true, ça veut dire c'est false. C'est bon? La négation de true, c'est false, et la négation de false, c'est true, si vous voulez. Donc pour avoir les conditions composées, donc on avait dit que pour le O, donc il suffit juste d'aller voir la table de vérité du et logique et du O logique, donc juste pour savoir comment les tests sont réalisés. Donc généralement ici on a roll, donc c'est une fonction, c'est une variable qui va recevoir une valeur entre 1 et 6 qui est retournée par la fonction rand, et par la suite on va tester. Donc supposons que dans un premier cas on a eu roll qui est égal à 2. C'est bon? Ou bien à 1. Donc on va commencer juste pour avoir le 1. Donc ici, roll est égal à 1. Donc le test, donc le premier test, ça va être est-ce que 1 est égal à 1? Donc ça va être vrai. Ou est-ce que 1 est égal à 6? Donc ça va être faux. Donc vrai ou faux. Donc finalement, le résultat final, c'est vrai. Donc ça, c'est dans le cas où, ou bien la valeur retournée par rand, c'est 1. Donc supposons que la valeur maintenant retournée par rand, c'est 2. Donc il va dire, le programme, est-ce que 2 il est égal à 2? Donc ça, c'est faux. On a ou est-ce que 2 est égal à 6? Non, donc ça c'est faux. Donc généralement le résultat c'est faux. Et du coup, cette partie-là qui se trouve entre ces deux accolades ne sera pas exécutée dans notre cas. Et finalement, on a le rand qui est égal à 6. Donc dans cette partie-là, est-ce que roll, c'est-à-dire 6 est égal à 1? Donc ça va être faux. Le O logique, est-ce que roll est égal à 6? Donc ça va être vrai. Donc vrai ou faux, ça va nous donner vrai. Et du coup, cette partie du code sera et est exécutée. Le deuxième type des structures conditionnelles, c'est le if et le else. Parce que notez bien qu'au début, on avait juste le if, le test logique, et puis le code à exécuter au cas où ce test réussit. Et au cas où il ne réussit pas, donc on n'avait pas préparé le deuxième cas. Donc ça, on peut le faire à travers le if et le else. Donc la condition est la suivante. Donc on dit que si la condition est vraie, voilà, tu vas exécuter cette partie du code et cette partie du code ne sera pas exécutée. Par contre, si la condition est false, parce que avec le if et le else, le résultat il est binaire. Donc ça va être soit vrai, tu vas exécuter le code du if. Si c'est faux, tu vas exécuter la partie du code dans le else. Donc, si la condition elle est fausse, donc cette partie-là ne sera pas exécutée, qui est la partie du if, et c'est la partie du else qui sera exécutée. Et donc ça, c'est un exemple du if else. Donc on a toujours rand qui va générer un nombre qui va être stocké dans roll. Donc on va prendre le premier cas. Donc supposons que rand avait généré dans roll la valeur 2. Le programme, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que, donc il va mettre par exemple if 2, qui est 2, c'est la valeur de roll, elle est supérieure ou égale à 3. Est-ce que dans ce cas-là, ce test est réalisé? Donc, on a le faux. Donc, la partie du code qui se trouve dans le if ne sera pas exécutée. Par contre, c'est la partie dans le else qui sera exécutée. C'est bon? Donc, c'est à peu près ça l'avantage du if et du else. C'est que c'est toujours une des deux partie qui sera réalisée. Par contre, si le programme ou bien si rand avait retourné la valeur 3, donc le programme va dire est-ce que 3 il est supérieur ou égal à 3? Donc oui, parce que 3 il est égal à 3. Alors cette partie ne sera pas exécutée parce que ici ça va retourner vrai et c'est cette partie-là qui sera exécutée. Et si cette partie est exécutée, alors le else ne sera pas exécuté et vice versa.
La deuxième chose qu'on va voir concernant les structures de contrôle, ce sont les boucles. Donc on avait dit que les tests conditionnels, ça nous permet d'avoir un petit peu ou bien de décider quelle partie du code exécuter en fonction d'un test qu'on va faire. Parce que par exemple, ça peut nous être utile si par exemple vous recevez un formulaire et vous testez les variables que vous avez reçues. Donc on doit tester si tous les champs ont été remplis. Si tous les champs ont été remplis, donc on va faire le traitement avec la base de données. Sinon, si les champs n'ont pas été remplis, alors on doit retourner à la page précédente et dire à l'utilisateur qu'il doit saisir toutes les informations nécessaires. Donc les boucles, ça permet de réexécuter une partie du code ou bien la faire réexécuter tant qu'une condition ou bien un test logique il retourne vrai. Donc une fois que ça va retourner faux, alors le programme va quitter cette partie-là et continuer l'exécution des programmes. Donc on a généralement, mais dans la majorité des langages, on a la boucle for, on a la boucle while et on a la boucle do et while. C'est bon. Donc dans la majorité des langages, vous allez trouver ces trois boucles. Par contre, dans les langages de programmation web, on a une nouvelle boucle ou bien un nouveau type de boucle qui est le for each et on verra son utilité par la suite une fois qu'on aura abordé les tableaux. Parce que ça, c'est le for each, il est très utile, surtout quand on parcourt un tableau, et surtout s'il s'agit d'un tableau associatif ou tableau à deux dimensions, et ainsi de suite. Donc, concernant la boucle for, généralement, quel que soit le langage, on l'utilise quand on sait ou bien quand on connaît à l'avance, mais lorsqu'on dit quand on connaît à l'avance combien de fois, c'est-à-dire d'une manière abstraite. C'est, par exemple, si on a un tableau, donc les tableaux, ils ont toujours une taille limitée, par exemple à 10. Dans ce cas-là, on sait qu'on va parcourir ou bien qu'on va devoir réexécuter cette boucle-là 10 fois. C'est bon. Donc, par contre, si on demande à l'utilisateur, par exemple, euh, de saisir son âge et que l'utilisateur, dans ce cas-là, on n'est pas vraiment trop sûr si l'utilisateur, par exemple, saisir son âge et on a un bouton valider, on n'est pas vraiment trop sûr que l'utilisateur va saisir des valeurs qui sont logiques. Donc, supposons qu'on demande à l'utilisateur de saisir une valeur qui est supérieure ou égale à 18, il se peut qu'il saisit 18 ou bien n'importe quelle autre valeur qui est supérieure ou égale à 18 dès la première fois, mais il se peut qu'il commence à jouer un petit peu et saisir par exemple 17, 0, moins 1, 2, c'est tout ce que vous voulez, moins 1000 par exemple, 1000 divisé par 2, des trucs comme ça, c'est-à-dire des valeurs aléatoires juste pour tester. Donc dans ce cas-là, on dit qu'on ne connaît pas vraiment à l'avance le nombre de fois que l'utilisateur va mettre pour saisir la bonne valeur qu'on lui a demandé. Par contre, pour le for, on l'utilise généralement quand on travaille avec les tableaux, parce que la taille des tableaux, elle est toujours connue. Donc les tableaux ont une taille qui est toujours connue à l'avance. Donc la boucle for a la syntaxe suivante. Donc on a le for et elle accepte trois paramètres qui sont séparés par des virgules. Donc vous pouvez le voir ici. Le premier, c'est on l'appelle ça le paramètre d'initialisation. Donc cette partie-là, elle est évaluée. Donc supposons qu'on a ça, c'est notre boucle, et ça, c'est le code au sein de notre boucle. Une fois que le programme arrive au for, alors cette expression-là, elle est évaluée une seule fois lors de l'accès à la boucle for. Et supposons qu'on a une boucle for qui va s'exécuter, on suppose qu'elle va s'exécuter 1000 fois, alors pour les 1000 fois que la boucle for va s'exécuter, cette partie-là ne sera plus traitée. Donc elle sera traitée juste la première fois où le programme va décider, ou bien à travers le test, s'il est vrai, donc va entrer dans la boucle. À part ça, donc elle n'est plus évaluée. Donc, le deuxième paramètre, donc on appelle ça expression d'initialisation. Donc, le deuxième paramètre, il constitue le test ou bien la condition de sortie. C'est bon? Donc, ça, à chaque fois, donc supposons que ça, c'est notre boucle, ça, ce sont les instructions. Une fois que le programme termine l'exécution de ces instructions, il revient pour faire le test, pour voir si le test retourne vrai, alors il va entrer encore une fois à la boucle et réexécuter le code. S'il retourne faux, alors il va directement passer ici et continuer les instructions qui se trouvent
ici. Et finalement, on a la dernière expression. Donc, on a, c'est initialisation. Ça, c'est le test. Et ça, si vous voulez, c'est la dernière instruction à exécuter. C'est bon. Donc, supposons qu'on a les instructions ici. Donc, une fois que le programme arrive à la dernière instruction qui est celle-là, donc avant d'aller faire le test, il exécute le code qui se trouve ici. C'est bon. Donc, généralement, juste pour faire un petit rappel, dans une boucle for, on peut, ou bien l'élément essentiel, c'est juste la partie test. Cette partie-là, on peut la mettre, par exemple, supposons que dans ce cas-là, on a $, est égal à 0, donc on peut le mettre ici. On peut mettre $, est égal à 0. Le i qui est $i inférieur à 10, donc on n'a pas le t ici. Et finalement, le i++, donc on a le echo, je pense, c'est le echo. Et après le echo, on pourra mettre le $i++. Vu que on avait dit que cette expression-là est la dernière expression qui est évaluée avant de passer au test, puisque ici on n'a plus rien, donc l'instruction on l'a pris, on l'a mis comme étant la dernière instruction dans la boucle, donc ici même s'il va revenir, il va rien trouver par la suite, il va passer directement au test. Donc ici ça va dépendre que de vous, donc moi je vous ai expliqué les deux cas au cas où vous arrivez ou bien dans d'autres formations ou bien exercices, vous ne voyez pas d'expression ici ni ici, vous allez comprendre de quoi vraiment il s'agit. Donc ici on a une boucle, donc cette boucle là elle instancie ou bien elle initie la valeur de i à 0. Donc la condition de sortie c'est i qui est inférieur strictement à 10 et on a la dernière instruction c'est i++. Donc dans ce cas là on a echo i, donc la valeur de i au début c'est 0, donc il va afficher 0. Par la suite il va exécuter cette instruction là, donc i vaudra maintenant 1. Il va afficher 1 et par la suite echo i et par la suite il va exécuter cette instruction celle-là, donc ça va être 2, il va afficher 2 et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à 9. C'est bon, c'est $i qui est égal à 9, il va afficher 9 et par la suite on a $i qui est égal à 10 vu qu'il va exécuter cette instruction là, mais quand il va revenir pour faire le test il va dire est-ce que 10 il est inférieur strictement à 10. Non, parce que 10 il est inférieur ou égal à 10, dans ce cas là le test va retourner faux et du coup le programme ne va rien afficher dans ce cas là et il va passer ici et continuer la suite des instructions qui se trouvent après les limites de la boucle for. Donc voilà, donc quelques challenges que je vous laisse découvrir et faire si vous voulez. Et vous pouvez arrêter la vidéo parce que la solution donc va être après. Donc juste pour que vous puissiez vous entraîner un petit peu, vu que vous avez maintenant le bagage nécessaire pour répondre à à ces questions. Donc, au lieu de faire la solution maintenant, je vais continuer le cours donc, concernant les boucles et à la fin, dans la vidéo suivante, donc on aura des exemples d'utilisation des if, des else et des boucles et par la suite, on fera la solution de ces exercices-là. Donc, la deuxième boucle, c'est la boucle while. Donc, la boucle, on avait dit que la boucle for est utilisée lorsqu'on là, non, 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 donc je pense que ça c'est un petit peu erroné. Donc la boucle while, c'est pas vraiment la boucle for, mais plutôt la boucle while. C'est bon, je m'excuse. Donc Anna, ici la boucle while, elle est utilisée lorsqu'on ne connaît pas, c'est théoriquement parce que toujours en fin de compte, il y aura une fin à ce test-là. Donc une fin que ce soit naturelle, c'est-à-dire que l'utilisateur a pu saisir une valeur, ou bien le serveur redémarre. Mais généralement, à un certain moment, elle doit s'arrêter. Donc, la boucle while, elle s'utilise lorsqu'on ne connaît pas théoriquement quand on va s'arrêter. Et parmi les conditions, les avantages de while, c'est que on a le test logique qui va se faire avant d'entrer. C'est-à-dire qu'une fois le programme va arriver au while, il va faire le test pour décider s'il va accéder au contenu de la boucle ou pas. Donc si le test retourne vrai, alors il va exécuter le code ici et par la suite revenir refaire le test. S'il retourne faux, alors il va quitter toute cette partie-là et continuer par la suite. Donc ça, c'est pas vraiment un exemple du while, c'est toujours du for. Je sais pas, je me suis trompé un petit peu de la capture d'écran, mais ne vous inquiétez pas, on va faire un exemple là tout de suite.
Et finalement, on a la boucle do while. Donc ici, contrairement à while, donc la boucle do while, elle exécute le code au moins une seule fois. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que le while, on a ça, c'est la syntaxe du while, on a le test logique et ça, c'est la fin du programme. C'est bon? Donc on a le test qui se fait au début. Par contre, pour le do while, la syntaxe est la suivante. Donc on a le do, les instructions à exécuter, et finalement, on dit while le test. Donc ici, le test se fait à la fin de l'exécution de ces instructions-là. Et c'est à ce moment-là qu'il va décider s'il doit revenir au cas où le test retourne vrai. Si le test retourne faux, alors il va continuer les instructions qui se trouvent après. Mais aussi, donc ça, c'est pas vraiment le bon exemple, mais on verra un petit peu des exemples réels dans la vidéo suivante.